Nous allons débuter cette séance de TD par l'analyse de l'exercice numéro 63. On ne va pas forcément traiter les exercices dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués dans, dans mon message. Donc, on vous demande la nature et la somme de cette série, ce qui veut donc dire que si on vous demande la nature et la somme, c'est qu'on est capable de calculer la somme. Si on est capable de calculer la somme, c'est qu'on est capable de calculer la limite de la suite des sommes partielles. Donc, je vais déjà donner un nom au terme général de cette série. Vous notez qu'il est a priori défini qu'à partir du rang n supérieur ou égal à 2. Donc on va récupérer ici 1 plus 2 sur n facteur de n plus 3. Et donc l'objectif est probablement de calculer la suite des sommes partielles. L'objectif sera donc probablement de savoir si on peut clore la somme pour k variant entre 2 et n des ak, donc des ln de 1 plus 2 sur k facteur de k plus 3. Voilà, donc le décor est planté. On va déterminer la nature de la série et le calcul de sa somme en faisant d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en calculant la limite de la suite des sommes partielles, c'est-à-dire probablement en calculant la suite des sommes partielles. Alors je veux quand même vous indiquer que le cours qu'on a fait ce matin vous permet de déterminer la nature de la série, parce qu'on peut imaginer qu'on n'arrivera pas à clore, enfin qu'on n'est pas forcément capable de clore la suite des sommes partielles, mais on peut quand même déterminer la nature de la série. Pour ça, je vais quand même directement dire que AN est une série à terme positif. Tout simplement parce que le terme qui est là est un terme qui est strictement positif, donc le terme dans le log est strictement plus grand que 1, donc a priori la suite est même à valeur strictement positive. D'autre part, pour déterminer sa nature, là on voit que le critère d'équivalence peut nous permettre de conclure efficacement, puisqu'on sait que log de 1 plus u lorsque u tend vers 0 est équivalent à u. Donc le terme général AN est donc équivalent à 2 sur n facteur de n plus 3, qui lui-même est équivalent à 2 sur n carré. Comme la série de termes général 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, puisque la puissance ici est strictement plus grand que 1, donc la série de termes général 2 sur n carré est également une série convergente. Comme les deux suites sont à terme positif, le critère d'équivalence permet de dire que si la série ayant ce terme général est convergente, alors la série ayant ce terme général est convergente. Donc, on récupère que la série de termes général AN converge par critère d'équivalence sur les séries à terme positif. Donc, là, on a déjà établi la nature de la série par le critère d'équivalence des séries à terme positif. Alors bon, maintenant, on va essayer de déterminer la somme de la série, puisqu'on sait que ce critère sur le terme général ne permet pas d'établir sa somme. Établir sa somme, c'est nécessairement être en mesure de clore la suite des sommes partielles. Alors pour clore cette somme-là, il faut essayer de faire référence à des sommes qu'on sait calculer. Et là, pour l'instant, on ne voit pas trop à quel genre de somme on pourrait faire référence. Le premier problème étant le log. Alors, tout de suite, quand on dit le premier problème, c'est le log, c'est que le log, il nous faut des expressions qui sont factorisées à l'intérieur. Donc la première chose, la première urgence, c'est de récupérer une expression qui est factorisée afin de linéariser le terme général. Je le répète, les sommes vont avec les sommes, les produits vont avec les produits. Ici, il faut linéariser. Et là, pour linéariser, il faut factoriser, puisqu'on est dans un logarithme. Donc pour pouvoir factoriser cette expression, on va déjà réduire au même dénominateur. Donc on va récupérer ici k carré plus 3k plus 2 sur k facteur de k plus 3. Alors je développe surtout pas le dénominateur, puisque le but du jeu, c'est d'obtenir une expression factorisée. Par contre, je m'aperçois qu'au numérateur, j'ai une expression qui, une fois est développée, est un trinôme du second degré, qui est donc directement factorisable. Donc là, on voit que moins 1 est racine évidente, donc on va pouvoir factoriser k plus 1. Et une fois qu'on a trouvé le premier facteur, avec les conditions sur les racines, on récupère facilement le deuxième. Donc ce terme-là s'écrit k plus 1 fois k plus 2 sur k facteur de k plus 3, donc pour tout k supérieur ou égal à 2. Bon, maintenant, le log va se simplifier de façon remarquable, puisque le log de 1 plus 2 sur k fois k plus 3, ça va être égal à ln de k plus 1
plus ln de k plus 2 moins ln de k moins ln de k plus 3. Donc voilà ce qu'on récupère comme terme général. Donc le terme général est linéarisé, donc on va pouvoir maintenant se poser la question, est-ce qu'on est capable, maintenant que le terme général est linéarisé, de calculer cette somme? Alors on voit quand on va calculer la suite des sommes partielles à n, on voit que ce qu'on a intérêt à faire, c'est de regrouper les termes correctement de manière à faire apparaître des sommes qu'on connaît. Et là maintenant, là, on voit bien des sommes qu'on connaît apparaître, puisqu'on voit que si on rejoint le terme là avec le terme qui est là, on va récupérer un terme télescopique. Là, on a évidemment des dérivées discrètes qui apparaissent partout, donc ça facile à intégrer. Donc log de k plus 1 moins log de k, plus, eh bien, en regroupant les deux autres, qui sont aussi à termes généraux télescopiques, puisqu'on a ln de k plus 2 et ln de k plus 3, ça fonctionne bien également. Donc on va récupérer ln de k plus 2 moins ln de k plus 3 dans le terme général. Donc on est ramené à deux sommes télescopiques. Quand on calcule des sommes télescopiques, on va récupérer celui qui a le plus grand indice des deux avec le plus grand indice de la somme. Donc ln de n plus 1, moins le plus petit avec le plus petit, donc moins ln de 2, plus, alors attention, là le plus grand il est situé ici et le plus petit indice est situé ici, donc on va récupérer plus ln de 4, moins ln de n plus 3. Alors on va déjà regrouper les termes qui ne portent pas sur n, donc on obtient ln de 4 moins ln de 2, donc ln de 4 sur 2, donc ln de 2, et on va regarder comment évolue ce terme-là lorsque n tend vers l'infini. Donc là, on va tout remettre dans le même log. On va récupérer donc ln de n plus 1 sur n plus 3. Alors il est clair que n plus 1 sur n plus 3 est un terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, puisque le numérateur et le dénominateur sont équivalents à n, donc ceci est équivalent à 1. On peut donc dire que par continuité de la fonction logarithme en 1, ceci va tendre vers ln de 1 qui est égal à 0. Moralité, on vient de justifier que la suite des sommes partielles, elle converge, puisque la suite des sommes partielles, elle s'écrit comme la somme de deux suites convergentes, une suite constante et une suite qui converge vers 0. On vient donc de démontrer que AN est une suite qui tend vers ln de 2 lorsque n tend vers l'infini. Donc là, ce qu'on a fait redémontre que la série de termes générales suivants converge, mais en plus, comme on a été capable de clore la suite des sommes partielles et de calculer sa limite, on vient de démontrer que non seulement la série de termes générales AN converge, mais en plus on a calculé sa somme. Donc maintenant qu'on a calculé, qu'on a montré la convergence, ceci a parfaitement un sens, et on vient de démontrer que la somme de cette série, c'est ln de 2. Donc là, on a réussi à faire d'une pierre deux coups, mais vu comme la question a été posée, ça valait le risque d'essayer de clore la suite des sommes partielles, c'était même une obligation. Mais encore une fois, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours prendre les points de la convergence en utilisant les théorèmes du cours qui nous permettent de travailler sur le terme général et qui permettent de prouver la convergence de la série. Exercice numéro 55 est un exercice en deux étapes. La première étape, c'est de démontrer une relation reliant la fonction arctangente, reliant des images de la fonction arctangente. Et la deuxième question, c'est une application évidemment de cette relation pour déterminer la nature et la somme d'une série. On verra encore une fois que là, je vais déconnecter la nature et la somme. Évidemment, une fois qu'on aura calculé la somme, on aura aussi probablement établi un moyen de montrer que la série converge. Donc on va commencer par la première question, où il s'agit de comparer, pour deux nombres strictement positifs, arctangente de A moins arctangente de B et arctangente de 1 moins A sur 1 plus AB. Alors une première idée serait d'appliquer la fonction tangente. Mais le problème c'est que la fonction tangente n'est pas injective, donc appliquer cette relation-là ne nous fournirait pas une relation équivalente. Donc je vous ai toujours dit que dans cette situation, moi je préférais travailler à l'intérieur que travailler à l'extérieur. C'est-à-dire plutôt que d'appliquer une fonction, je préfère travailler sur les termes qui sont emprisonnés dans arctangente et de les écrire, si possible, comme des tangentes. Et à des endroits où, évidemment, où arctangente et tangente se composent bien. Donc moi, ce que j'aimerais utiliser, exploiter, c'est le fait que quel que soit θ appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, j'aimerais exploiter que arctangente de tangente de θ est égal à θ.
Donc je vous rappelle que ça n'est valable que sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Hein. Donc l'idée, ça serait de réécrire le nombre a et le nombre b comme des tangentes. Or, la fonction tangente, si je la restreins, alors à ce qui m'intéresse, à l'intervalle 0 pi sur 2, cette fonction, elle va réaliser une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je travaille juste avec une petite branche de la fonction tangente. Donc si je me place sur l'intervalle 0 pi sur 2, si je la restreins à cet intervalle-là, on sait que la fonction tangente, elle va réaliser une bijection de 0 pi sur 2 ouvert sur l'intervalle R plus étoile. Moralité, le petit a et le petit b, donc imaginez que petit a et petit b soient là, je peux les réécrire comme des tangentes. Donc je vais tout de suite utiliser la surjectivité de cette fonction, puisque cette fonction est bijective en vertu du théorème de la bijection. Je vais dire donc qu'il existe un nombre θa dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, l'intervalle qui m'intéresse pour composer, tel que petit a va s'écrire tangente de θ. On travaille à l'intérieur. Et de la même façon, je peux trouver un nombre θb appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que b va être égal à tangente de θb. Donc maintenant que cette relation-là est réécrite, on s'aperçoit que le membre de droite, de gauche, pardon, j'arrive à faire la différence un jour entre ma droite et ma gauche. Arctangente de A, ça devient arctangente de tangente θ avec θ dans le bon intervalle. Donc, ça va me donner θa. Et de même, le deuxième me donne θb. Donc, on a réussi à récupérer cette expression pour arctangente de A moins arctangente de B. Alors, ça va être d'autant plus facile que là, on a tout de suite reconnu, caché ou pas caché, une formule trigonométrique de base, puisque A moins B sur 1 plus AB, si vous réécrivez ça avec des tangentes, ce qui devait nous pousser vraiment à écrire ces termes-là sous forme de tangente, devient tangente θ moins tangente θb sur 1 plus tangente θb. Tangente θb. Là, vous reconnaissez immédiatement la formule de tangente θa moins θb. Formule du cours qu'on doit connaître par cœur. Moralité, appliquer arctangente à ce terme-là, c'est appliquer arctangente à ce terme-là. Donc on récupère que arctangente de A moins B sur 1 plus AB est donc égal à arctangente de tangente de θA moins θB. Si on arrive à prouver que θA moins θB est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on pourra donc bien composer arctangente et tangente et récupérer donc θA moins θB. Or, θ et θb, ils vivent dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je sais que θa va être compris entre 0 et pi sur 2, même exclu, pardon, puisqu'on a dit qu'ils étaient dans les intervalles ouverts, et moins θ, lui, va être compris entre moins pi sur 2 et 0. En additionnant ces deux termes-là, je récupère bien que l'angle qui est ici est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Par conséquent, quand on compose arctangente et tangente d'un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cours atteste qu'on obtient θa moins θb. On vient donc bien de démontrer que ces deux nombres-là sont égaux. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler à l'intérieur que de justifier que ces termes-là varient dans un intervalle où la fonction tangente est injective. On a toujours intérêt à réécrire les termes qui sont dans les fonctions en utilisant notre machinerie à réécrire les termes, c'est la surjectivité. Hein. La surjectivité, il faut vraiment voir ça comme une réécriture, comme une fonction de réécriture. Bon, alors on arrive à la nature de la série. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus dans l'exercice. Et évidemment, on va essayer de voir à quoi peut nous servir une formule de ce type-là. Alors, comme dans l'exercice précédent, je vais déconnecter la nature de la somme, puis après je vais relier évidemment les deux. On va déjà commencer par la nature. Alors, pour déterminer la nature d'une série, moi je regarde déjà tout de suite son signe pour voir si je peux appliquer les critères des séries à terme positif. Donc je vais appeler AN le terme général de ma série. J'obtiens arctangente de 2 sur n carré. Alors je me rappelle que la fonction arctangente, c'est une fonction dont le graphe va ressembler à quelque chose comme ça.
Donc on s'aperçoit que sur les nombres positifs, arctangente est positif, donc ce terme-là est évidemment positif ou nul, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc on est bien dans le cadre des séries à termes positifs. Pour simplifier la nature de cette série, l'étude de la nature de cette série, si on arrive à récupérer un équivalent de AN, l'étude en sera facilitée. Mais on sait que arctangente de U est équivalent à U lorsque U tend vers 0. Comme 2 sur n carré est un terme qui tend vers 0, AN est donc équivalent à 2 sur n carré. On récupère donc déterminer la nature de la série de termes générale AN, c'est déterminer la nature de la série de termes générale 2 sur n carré. Or, la série de termes générale 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, puisque 2 est strictement plus grand que 1. Donc, la série de termes générale 2 sur n carré est une série de Riemann, alors plus une série de Riemann, pardon, mais est une série convergente par opération sur les séries convergentes. Donc, en appliquant le critère d'équivalence sur les séries à termes positifs, on récupère que la série de termes générale à n converge par théorème d'équivalence. On a bien vérifié que les termes généraux étaient positifs et que cette série-là était convergente. Donc la convergence de la série de termes générale arctangente de 2 sur n carré est établie. Alors on sait que ce théorème-là, il est sympathique, mais il ne permet pas de déterminer des informations sur la somme de la série, hormis le fait qu'elle existe, ce qui est déjà pas si mal. Mais par contre, pour déterminer la somme, il va falloir travailler avec la suite des sommes partielles. Donc on va devoir savoir si on est en mesure de calculer arc-tangente, la somme pour k variant de 1 à n de arc-tangente de 2 sur k carré. Est-ce qu'on est en mesure de calculer la suite des sommes partielles, de clore la suite des sommes partielles de cette série numérique? Alors évidemment, là, ce genre de somme-là, on ne sait pas calculer en général, donc il faut évidemment faire référence à la première question. Première question qui pourrait me permettre de ramener ce terme-là à une différence. Bip, 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 bip. Somme télescopique. Donc maintenant, la question va être comment ajuster A et B ici, de manière à ce que les valeurs que j'ai choisies me permettent de récupérer d'une part 2 sur k carré, et d'autre part ici un terme télescopique. Donc, reformulons la question. Comment choisir A et B des termes qui sont à une distance de 1 ou de 2, alors ça ne sera peut-être pas immédiatement télescopique, mais on va déjà regarder des termes qui sont distants de 1, des termes entiers distants de 1, de sorte que la différence ici est le 1 sur le produit, me donne des termes de la forme 2 sur k carré. Donc la question c'est comment choisir A et B pour avoir cette fameuse information. Alors, si vous ne voyez pas, on peut commencer à faire des petits tests, vous voyez. Moi, je prends déjà deux entiers consécutifs. Donc, je me dis, tiens, posons A va être égal à K plus 1, et posons B est égal à K, juste pour voir ce qu'on obtient. Dans ce cas-là, le terme A moins B est égal à 1. Bon, c'est pas formidable, on aurait préféré 2. Et le terme 1 plus K fois K plus 1, dans ce cas-là, il va être égal à quoi? Donc, on récupère ici K carré plus K plus 1. Donc c'est pas formidable vu les expressions qu'on a. Effectivement, on doit avoir ici, quand on multiplie ces termes-là, on doit avoir un terme qui se réduit. Et là, j'ai une somme de 3 termes. Donc on se dit, ça serait peut-être plus avantageux de décaler un tout petit peu ce terme-là. Donc on va faire décaler un tout petit peu ce terme-là. On s'aperçoit que dans ce cas-là, A moins B est égal à 2. Et là, l'identité remarquable détruit l'un des deux termes. Donc l'identité remarquable va nous donner 1 plus AB. Donc 1 plus k plus 1 facteur de k moins 1, k carré moins 1, ah, on récupère juste k carré. Donc effectivement, ce n'est pas immédiatement télescopique, mais presque. Donc on va pouvoir tout de suite dire que cette somme-là va être égale à la somme pour k variant entre 1 et n de arc-tangente de k plus 1 moins arc-tangente de k moins 1. Donc on n'est pas directement sur une somme télescopique, mais on voit bien que le décalage de 2, il n'est pas si grave, donc on va pouvoir probablement, en écrivant les sommes en extension, récupérer les informations qui sont nécessaires au calcul de la somme. Alors n'étant pas directement dans le cadre d'une somme télescopique, moi en général dans ce genre de situation, avant de dire des bêtises,
j'écris les sommes en extension. Donc je vais déjà écrire la première somme en extension, puis la deuxième somme en extension. Pour ça, je vais prendre n suffisamment grand. Donc si j'écris la somme déjà de ces termes-là, on va récupérer comme premier terme arctangente de 2 plus arctangente de 3. Alors là, vous connaissez la chanson, hein, il faut écrire suffisamment de termes. Moi, je vais en écrire au moins 2. Donc les deux derniers, ça va être arctangente de n plus arctangente de n plus 1. Donc là, j'ai écrit les termes de cette somme-là, moins, alors je vais mettre des moins partout, hein, puisque le moins étant facteur de la somme. Quand k est égal à 1, je vais récupérer donc arctangente de 0, donc qui vaut 0, moins arctangente de 1. Je vais écrire le suivant, moins arctangente de 2, puisque c'est le premier qui est commun aux deux sommes, moins, etc. Et le petit dernier, c'est arctangente de n-1. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'on a des informations intéressantes. On va pouvoir relier les deux sommes en constatant que les termes qui sont ici sont directement opposés aux termes qui sont ici. Je m'arrête juste avant le dernier, puisque le terme qui est avant ici, c'est arctangente de n-1. Donc quand on va additionner les deux termes qui sont ici, ils vont se simplifier. Il va donc me rester quoi dans cette somme partielle? Il me reste le terme arctangente de n, plus arctangente de n plus 1, moins arctangente de 0 qui vaut 0, moins arctangente de 1, terme connu qui vaut pi sur 4. Donc on a réussi à clore la somme à n, puisqu'on l'a réussi à l'exprimer indépendamment d'une somme. Déterminer la nature et la somme de la série, maintenant ça devient, est-ce que cette suite est convergente, et si oui, vers quoi elle converge? Or, cette suite est convergente, puisque somme de suites convergentes. Je vous rappelle que arctangente de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers pi sur 2. Donc cette suite est convergente et converge vers pi sur 2. Cette suite est convergente et converge vers pi sur 2. Donc c'est la suite à n est convergente et converge vers la somme des limites de ces trois suites. Donc ici, pi sur 2 plus pi sur 2, elle va converger vers pi moins pi sur 4. Et pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Donc le calcul qu'on a fait ici redémontre le fait que la série de termes général à n est convergente. Donc d'une part, donc on récupère à nouveau le fait que la série de termes général à n est une série convergente. Mais en plus, on a réussi à calculer la somme de cette série, puisque la somme de cette série, donc la somme des AN, est égale à 3pi sur 4. Donc là, on a fait d'une pierre deux coups, d'une part la nature, d'autre part la somme. On s'est ramené à une somme qu'on savait calculer, donc pas immédiatement télescopique, et vous avez vu, dans ces cas-là, j'ai écrit les sommes en extension en faisant bien attention à écrire suffisamment de termes pour voir les termes qui étaient éventuellement en commun et qui allaient s'éliminer. Alors, nous allons maintenant étudier l'exercice numéro 53, où il est question d'établir l'existence et de calculer la somme d'une série. Alors, évidemment, l'existence requiert déjà que la série qui a ce terme général-là soit une série qui soit convergente. Donc cette somme n'existe que si la série converge. Alors, dans un premier temps, on pourrait établir la nature de la série en utilisant les critères du cours, ou, comme on nous demande l'existence et le calcul de la somme, passer directement à l'étude de la suite des sommes partielles. C'est ce que je vais effectuer. C'est-à-dire que je vais donner un nom à la suite de ces sommes partielles. Donc on obtient une somme partielle qui va s'écrire comme ça. Donc cette somme partielle, elle est définie dès lors que les trois dénominateurs ne s'annulent pas. C'est bien défini lorsque n est supérieur ou égal à 2. Donc je vais tout de suite écrire la suite des sommes partielles. Alors évidemment, l'erreur à ne pas commettre dans ce type d'exercice, c'est d'éclater la somme en petits morceaux. Ça, on sait bien que ce n'est pas possible, puisque pour éclater une somme de séries en morceaux, il aurait déjà fallu établir que les trois séries convergent. Or, on sait déjà qu'elles ne sont pas convergentes, chacune de ces trois séries, puisque chacun des termes est équivalent à une constante sur n à la puissance 1,5, et ça, c'est une série de Riemann divergente, hein, quand la puissance 1,5 est strictement plus petite que 1. Donc là, ne tombez surtout pas dans ce panneau grossier de chez Grossier. C'est non, on va calculer la suite des sommes partielles, puisque là, on nous demande de calculer la somme d'une série. C'est qu'on est probablement capable de clore la suite des sommes partielles. Donc, on se met dans le cadre des résultats du cours.
Donc calcul de la suite des sommes partielles, m'est avis qu'on ait affaire à une somme classique de notre cours. Alors là, évidemment, c'est complètement télescopique, on voit tout de suite le décalage. K plus 1K, K moins 1K, et là j'ai justement un facteur 2 qui va me permettre de répartir équitablement ce terme-là dans les deux termes qui sont ici. Donc là, on va utiliser les opérations sur les sommes. Ici, on travaille avec des sommes finies, donc parfaitement déterminées. Donc on va simplement associer à ce 1 sur racine de k plus 1 l'un des deux termes ici, plus, là comme les sommes sont finies, on peut utiliser les opérations algébriques sur les sommes, ce qu'on ne peut pas faire avec les sommes infinies tant qu'on ne sait pas si elles existent. Et là, on va associer à l'autre terme le facteur, enfin le terme pardon, qui le rend télescopique, le moins 1 sur racine de k. Là, on est ramené au calcul de deux sommes télescopiques qu'on sait très bien faire. Donc ici, dans le plus petit indice, on va lui associer le plus petit indice de la somme. Donc on va récupérer 1 sur racine de 2 moins 1, donc 1 sur racine de 1, moins 1 sur le plus grand indice avec le plus grand indice, 1 sur racine de n. Ici, le plus petit c'est k et le plus grand c'est k plus 1, donc on va récupérer le plus grand avec le plus grand, donc 1 sur racine de n plus 1, moins 1 sur racine de 2. Donc on vient de clore la suite des sommes partielles. Donc si on a clos la suite des sommes partielles, on a accès à la nature d'une part de la série et à sa somme. La nature de la série, c'est juste savoir si cette suite est convergente. Bon, ce terme-là et ce terme-là sont constants, donc là, il n'y a pas de problème. Ces deux termes-là tendent vers 0. Donc la suite à n est convergente comme somme de suites convergentes. Et sa limite, lorsque n tend vers l'infini, ça va être la somme de ses limites. Et la somme de ses limites, c'est 1 moins 1 sur racine de 2. Moralité, on vient d'établir que la série de termes générale AN, où n est plus grand que 2, est convergente, et on vient d'établir que la somme de cette série numérique vaut 1 moins 1 sur racine de 2. Donc là, évidemment, vu la manière dont est posé l'exercice, il faut évidemment essayer de clore la suite des sommes partielles pour voir si on est capable de calculer sa limite. Et ici, c'est parfaitement possible, puisqu'on voyait tout de suite en action des termes télescopiques. Alors, dans cet exercice, l'exercice numéro 8, on nous demande la nature de la série terme général 1 sur n, ln de n, ln de ln de n. Alors, la première chose à regarder, c'est est-ce que le terme général est bien défini. Bon, n est clairement différent de 0 puisque plus grand que 3, ln de n est clairement différent de 0 puisque plus grand que ln de 3. Et ce terme-là est également plus grand que 0, puisqu'on sait que ln de 3 est strictement plus grand que ln de e, donc est strictement plus grand que 1, donc ce terme-là est bien strictement positif. Donc là, on vient de démontrer déjà que le terme général, donc je vais appeler à n, il est bien défini lorsque n est supérieur ou égal à 3, donc ça c'est déjà une première chose. Et aussi, on vient de justifier que c'est un terme qui est positif. Donc bien défini et positif pour n supérieur ou égal à 3. Donc on est en train d'étudier une série à terme positif. Pour étudier sa nature, les premières idées qui peuvent nous venir, c'est travailler sur le terme général et d'essayer de travailler avec les théorèmes classiques sur les termes généraux. Critères de comparaison, critères d'équivalence. Critères d'équivalence complètement inopérants, puisqu'on ne peut pas récupérer un équivalent plus simple du terme général. Celui-ci ne correspond pas directement à une série connue. Alors on pourrait essayer de voir des critères type n alpha, si ça fonctionne, c'est-à-dire comparer à des séries de Riemann convergentes. Ici, ça paraît plutôt mal barré, puisque la puissance qu'elle a étant égale à 1, on est pile justement sur la partie incertitude, c'est-à-dire on converge vers 0 un peu plus vite que 1 sur n, mais peut-être pas suffisamment pour comparer à une série de Riemann convergente. Donc là, on est face à un exercice qui est plutôt difficile. Néanmoins, on s'aperçoit quand même que le terme général ici a l'air d'être décroissant. Si on arrive à prouver que le terme général est décroissant, on pourra maîtriser la suite des sommes partielles en effectuant une comparaison somme intégrale. Donc l'idée ici, c'est peut-être de vérifier qu'on est bien en mesure de faire une comparaison somme intégrale. Je crois que c'est le moment de mettre sur pause pour pouvoir vous lancer dans cette idée-là.
la fonction f, qui est directement liée au terme général, donc la fonction qui a x associe 1 sur x ln de x ln de ln de x, est dérivable sur l'intervalle 3 plus l'infini, puisqu'elle est parfaitement définie et dérivable sur cet intervalle, comme inverse d'une fonction dérivable dont le dénominateur s'annule pas, chose qu'on a déjà justifiée juste avant. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction. Donc on la dérive comme un quotient. Donc la dérivée, c'est moins la dérivée du dénominateur sur le carré du dénominateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer déjà la dérivée de cette fonction-là et son signe. Donc ce terme-là est positif, ça pose aucun problème. On a un facteur moins 1 ici. Maintenant, il faut que je dérive ce terme-là. C'est le produit de trois fonctions. Donc on sait que quand on dérive UVW, on va récupérer U' fois VW plus UW fois B' plus VW fois... UV fois V'. Bon, en fait, j'en dérive une et je laisse fixe les deux autres. Donc quand je dérive x en premier, je vais récupérer le terme x ln de x. C'est le terme qui est ici. Ensuite, je dérive ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, donc multiplié par les deux autres, ça va juste nous donner ln de x. Et si je dérive ce terme-là, c'est ln d'une fonction, donc sa dérivée c'est u' sur u, donc 1 sur x ln de x, multiplié par x ln de x, va donc nous donner 1. On a déjà vu que sur l'intervalle 3 plus l'infini, ce terme-là était positif, donc ce terme est également positif comme produit de termes positifs, celui est positif, celui-là est positif, donc ce terme-là est a priori strictement négatif sur l'intervalle 3 plus l'infini, ce qui permet d'attester que la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc on va tout de suite, puisqu'on fait une comparaison somme intégrale, faire un dessin pour visualiser les termes qu'on cherche à majorer. Donc on a une fonction ici qui est décroissante, et l'objectif c'est d'encadrer le terme général par des intégrales, puisque on a déjà établi que les intégrales c'était des termes qui étaient télescopiques, donc qui se sommaient bien. Donc je vais me donner un entier k ici, et je vais chercher à estimer la valeur du terme général, donc ak, avec des intégrales. Donc on a vu qu'on va décaler de 1 à droite et à gauche, puisque là, lorsqu'on regarde l'image de ce terme-là par la fonction f, on va récupérer ici un objet qui va mesurer justement exactement f de k. Donc pour avoir une aire qui mesure exactement f de k, je peux récupérer l'aire qui est ici, ou je peux récupérer l'aire qui est ici. De la même façon, vous allez bien avoir ici une aire qui mesure ak, une aire qui mesure ak. En utilisant la décroissance de la fonction f, comme on récupère que f de k est évidemment plus petit que f de t sur l'intervalle k-1k, on récupère en intégrant cette relation que eh bien, le terme général ici, ak, va donc être inférieur ou égal à l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Alors il faut regarder évidemment pour quelle valeur de k ceci est valable. Ceci est valable tant que k-1 et k, l'intervalle, appartient à un domaine où la fonction est continue. Comme cette fonction est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini comme quotient de fonction continue dont le dénominateur s'annule pas, la condition c'est donc que k-1 soit plus grand que 3. Donc la condition c'est que k soit supérieur ou égal à 4. Donc on a déjà une majoration de ce terme général-là qui est valable pour tout k supérieur ou égal à 4. Donc là, on a regardé la partie qui était à gauche de k. Maintenant, on va regarder la partie à droite de k. Donc cette partie-là, cette aire-là qui mesure ak, est donc supérieure ou égale à l'intégrale de la fonction f entre k et k plus 1. Puisque comme f est décroissante, f de k est plus grand que f de t sur l'intervalle k plus 1. Donc en intégrant cette inégalité entre k et k plus 1, on obtient bien la comparaison des aires. On récupère cette relation-là. Et elle est valable pour quelle valeur de k? Elle est valable tant que cet intervalle-là est inclus dans un domaine où la fonction est décroissante et continue. Donc celle-là est valable quel que soit k supérieur ou égal à 3. On va donc récupérer un encadrement de la suite des sommes partielles. Si je regarde la somme pour k variant entre 3 et n dak, pour cette somme-là, j'en obtiens une minoration. J'obtiens que cette somme-là, elle est minorée par l'intégrale entre 3 et n plus 1
de f de t dt, simplement en additionnant ces inégalités-là lorsqu'on fait varier k entre 3 et n, et vous disposez d'une majoration de la suite des sommes partielles. On récupère que la somme pour k variant entre 4 cette fois-ci et n dak va donc être inférieure ou égale à l'intégrale entre 3 et n de f de t dt. Alors on sait que maintenant de deux choses l'une, si on est capable de calculer cette intégrale et de calculer sa limite, si la limite de cette suite tend vers plus l'infini, alors dans ce cas-là, comme on aura ici la suite des sommes partielles qui est majorée par ce terme, la suite des sommes partielles tendra vers plus l'infini et la série sera divergente. Soit cette intégrale-là tend vers une limite finie. Dans ce cas-là, cette suite étant convergente sera majorée. Donc cette suite sera majorée. Et on peut utiliser les théorèmes sur les séries à termes positifs, à savoir si la suite des sommes partielles est majorée, alors la série sera convergente. Donc finalement, la clé, c'est de regarder le comportement de l'intégrale de f de t lorsque le paramètre au-dessus tend vers l'infini. Donc il faut calculer l'intégrale, on va calculer l'intégrale entre 3 et n de f de t dt, puisque si je sais le faire pour n, je sais le faire pour n plus 1. Donc on est ramené à un exercice de calcul intégral. Comment calculer l'intégrale de dt sur t, ln de t, ln de ln de t. Alors ça n'a pas l'air très très sympathique hein, comme intégrande. En fait si, moi je la trouve super sympathique. Pourquoi c'est d'office sympathique? On sait que quand on retrouve dans le terme, dans l'intégrande, une fonction et sa dérivée, ça c'est propice à faire des changements de variables. Donc comme ici il y a la fonction log qui apparaît à deux endroits et que la dérivée de log c'est 1 sur t, ça paraît archi légitime de poser le changement de variable u va être égal à ln de t. Fonction log qui est bien de classe C1 sur l'intervalle 3n. Donc ce changement de variable étant de classe C1, on peut calculer l'élément différentiel. du devient dt sur t. Tiens, le dt sur t qui est ici. Et oui, quand on voit apparaître une dérivée, on peut légitimement penser, ce que je vous ai dit, à faire un changement de variable. Donc faisons ce changement de variable. Hein. Vous vous rappelez, c'est comme la valse, il y a 3 temps. On va bien respecter ces 3 temps. Alors déjà l'élément différentiel, le dt sur t devient du. Donc déjà là, cette partie-là devient du. Ensuite, on remplace simplement l'expression de ln de t par u dans le terme général. Donc on va récupérer ici u fois ln de u. Ah, on récupère effectivement une intégrande plus simple, puisqu'on est passé d'un produit de 3 termes à juste un produit de 2 termes. Maintenant, on s'occupe troisième temps des bornes. Lorsque t varie entre 3 et n, comment varie ln de t, c'est-à-dire comment varie u? Eh bien, u va varier entre ln de 3 et ln de n. Alors là, soit réflexion de dire, là j'ai ln et là j'ai sa dérivée, je refais un changement de variable, ou alors vous reconnaissez quand même que là vous avez une expression de la forme v' sur v, puisque la dérivée de cette fonction-là c'est 1 sur u. Donc ça, on sait que ça peut s'intégrer directement, mais sinon je vous invite à faire le changement de variable, ça s'intègre directement en ln de u. Effectivement, si vous redérivez cette fonction, vous récupérez bien la dérivée de ce terme-là sur ln de u. Donc là, on sait directement clore cette primitive, donc on sait calculer cette intégrale. On récupère que l'intégrale entre 3 et n de f de t dt va donc être égale à ln de ln de ln de n moins ln de ln de ln de 3. Donc on récupère que cette intégrale, son comportement asymptotique est connu, ça tend vers l'infini, certes très mollement, mais ça tend vers l'infini, puisque la composée de ces suites-là nous donne une suite qui diverge vers plus l'infini. Moralité de ces deux inégalités-là, laquelle va être la plus intéressante? C'est clairement celle-là qui est intéressante. Puisque là, on vient de démontrer que la suite des sommes partielles est minorée par un terme qui diverge vers plus l'infini. Donc je peux dire que par théorème de comparaison, ici sur les suites, pas sur les séries, par théorème de comparaison, on récupère que la suite des sommes partielles de la série de termes général à n diverge vers plus l'infini, lorsque n tend vers l'infini. Moralité, la série de termes général à n est une série
divergente. Donc là, on voit que la comparaison intégrale a permis de conclure directement. Et il n'y avait guère d'autres idées à avoir, étant donné la forme très particulière du terme général. Alors pour ce dernier exercice de cette séance de TD, il est question d'établir l'existence et de trouver un équivalent de la suite dont le terme général est donné par la somme d'une série. Alors déjà, effectivement, l'existence de cette suite est soumise à caution. Elle est directement liée au fait de savoir si la série de termes général 1 sur k carré est une série convergente. Alors là, on est dans le cadre d'application du théorème de Riemann. Je vous rappelle qu'on a tout un tas de séries de référence, dont les séries de Riemann. Donc là, je peux déjà commencer par attester que la série de termes général 1 sur n carré, ça c'est une série de Riemann convergente, puisque l'exposant au dénominateur ici 2 est bien strictement plus grand que 1. Moralité, on peut dire que cette série converge, et vous vous apercevez donc que epsilon n, c'est juste le reste d'ordre n-1 de cette série. Donc la suite epsilon n, c'est le reste d'ordre ou de rang, comme vous voulez, d'ordre n-1 de la série de Riemann dont le terme général c'est 1 sur n carré. Or on sait que le reste d'une série convergente est parfaitement bien défini, donc epsilon n est donc bien défini. Mais pas que. Vous notez que le cours, elle vous dit que le reste d'une série convergente, la suite qui est formée par les restes d'une série convergente, est non seulement une suite bien définie, mais en plus c'est une suite qui converge vers 0. Donc je peux non seulement dire que cette suite est bien définie, et je peux dire que la suite tend vers 0. Alors vous allez me dire, tendre vers 0, c'est pas suffisant pour déterminer un équivalent. Je vais vous dire, effectivement, c'est pas suffisant. Alors, comment on peut procéder pour déterminer un équivalent de epsilon n? Moi, je vois deux idées, comme ça d'emblée, qui peuvent fonctionner. Déjà, comme je sais que cette somme existe, c'est la somme d'une série convergente, je peux essayer de comparer cette somme-là à des sommes qui sont pas trop loin de la somme considérée. C'est-à-dire en encadrant le terme général très finement, on peut récupérer des informations sur la suite epsilon n. Alors, comment travailler sur ce terme général? Alors, pour travailler très finement, c'est une chose, mais en plus, je dois m'arranger pour que les résultats qu'on récupère soient des séries convergentes. Sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, comparer 1 sur k carré avec des sommes de séries, avec des termes généraux de séries qu'on ne sait pas clore, c'est inutile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler un tout petit peu l'une des puissances ici pour me ramener à un terme télescopique. Effectivement, k carré, c'est k multiplié par k. Si je décale un tout petit peu l'un des termes, de 1, je vais récupérer un terme qui est plus grand puisque j'ai minoré le dénominateur, j'ai minoré des dénominateurs en conservant des termes positifs. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en mettant un dénominateur un tout petit peu plus grand, simplement en décalant l'un des facteurs du produit pour me ramener à donc déjà des termes positifs et des termes qui seront probablement télescopiques. Effectivement, là vous connaissez la chanson, si on écrit le numérateur à l'aide des termes qui sont en facteur au dénominateur, on pourra éclater ce terme en deux. Donc là, si j'écris le numérateur, par exemple, k plus 1 moins k, donc on va pouvoir simplifier la fraction obtenue pour obtenir un beau terme télescopique. Évidemment, ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Donc en écrivant le numérateur k moins k moins 1 sur k facteur de k moins 1. Donc on éclate en deux, on va récupérer ici 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et là on va récupérer 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Là ces termes sont maintenant télescopiques, donc on sait qu'il est probablement possible de clore quelque part la suite des sommes partielles qui est attachée à cette série. Donc ça, on va le faire en deux étapes. Déjà, je vais dire qu'on a cette inégalité-là qui est valable quel que soit k compris entre n et m, où je vais supposer que n est évidemment supérieur ou égal à 2 pour avoir le droit d'écrire cette relation-là. Donc on va avoir notre encadrement 1 sur k moins 1 sur k plus 1, qui est plus petit ou égal à 1 sur k carré, qui est plus petit ou égal à 1 sur k moins 1 moins 1 sur k.
On va maintenant sommer alors, entre n et m ces termes pour récupérer la suite des sommes partielles de la série de termes général 1 sur k carré, mais pris au départ de n. Donc ça va me donner ici la somme pour k variant de n à m de cette somme télescopique. Le plus petit va avec le plus petit, donc on va récupérer ici 1 sur n, moins 1 sur m plus 1. Et là, on va récupérer 1 sur n moins 1, moins 1 sur m. Alors là, je sais que ce terme-là converge vers 1 sur n lorsque m tend vers l'infini. Je sais que ce terme-là converge lorsque m tend vers l'infini, puisque cette série est convergente de somme epsilon n. Et ce terme-là converge lorsque m tend vers l'infini. Donc là, on est dans le cadre où les trois suites qui sont ici convergent lorsque m tend vers plus l'infini. Comme ces trois suites convergent, on peut faire un passage à la limite dans les inégalités. Donc on passe à la limite dans les inégalités. On passe à la limite, mais attention, hein, c'est m qui tend vers l'infini dans les inégalités ci-dessus. Je le répète, hein, je fais bien un passage à la limite parce que j'ai prouvé que les trois suites convergeaient lorsque m tendait vers l'infini. Donc ce que je veux obtenir à gauche, c'est la limite de cette suite quand m tend vers l'infini, donc 1 sur n. Ici, je vais récupérer mon terme epsilon n, et là, je vais récupérer 1 sur n moins 1. Donc c'est pas mal du tout, vous avez vu, en encadrant le terme général finement par des termes dont on ne savait calculer les sommes, des termes télescopiques, on a récupéré donc un encadrement de la suite epsilon n par des termes qui sont globalement bien comparables. Effectivement, si je multiplie maintenant le tout par n, on va récupérer donc ici un encadrement qui est valable quel que soit n supérieur ou égal à 2. Mais je m'aperçois que les deux suites, cette fois-ci, qui encadrent n epsilon n, convergent vers 1. Donc la suite du milieu converge vers 1. Donc vous avez vu la différence. Ici, je suis sur un passage à la limite dans les inégalités après avoir prouvé que les trois suites convergent. Par contre, là, maintenant, je vais utiliser le théorème d'encadrement en disant que la suite 1 converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini. La suite n sur n-1 converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Ça, c'est simplement par... bon, je peux voir ça avec un équivalent. Hein. N sur n-1 est équivalent à 1. Donc par théorème d'encadrement, la suite du milieu converge, donc la suite n, epsilon n, converge vers 1. Ce qui me permet de dire que epsilon n est équivalente à 1 sur n. Donc on voit que notre technique d'additionner, enfin de comparer notre terme général à des termes télescopiques est plutôt payante ici et fonctionne bien. Une deuxième méthode serait d'effectuer une comparaison somme intégrale. Je vous laisse mettre en place la méthode. Alors pour la comparaison somme intégrale, ici la fonction qui est en jeu, c'est la fonction qui a x associe la fonction, le terme 1 sur x carré. Donc c'est évidemment une fonction qui décroît sur r plus étoile, décroît strictement même sur r plus étoile. Donc on sait qu'on va pouvoir comparer le terme général 1 sur k carré à des intégrales, donc une fonction qui décroît. Si on prend l'entier k ici, on sait que le terme qui est là va mesurer exactement 1 sur k carré. Et on va pouvoir justement, en se plaçant à droite, à gauche, sinon ça ne veut pas, je récupère ici une aire qui mesure 1 sur k carré, et à droite, je récupère aussi une aire ici qui mesure 1 sur k carré. L'une va être plus grande que l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt, et l'autre va être plus petite que l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Donc je vais me placer pour n suffisamment grand pour pouvoir faire la comparaison intégrale. Il faut que k-1 soit plus grand que 1. Donc on va se placer à partir du rang 2 par exemple. Donc je vais supposer que n est supérieur ou égal à 2 ici dans l'histoire, ce qui n'est pas très grave, puisque ce qui nous intéresse c'est le comportement asymptotique, un équivalent, donc on peut prendre n vraiment très grand. Donc on va récupérer ici que mon terme 1 sur k va être compris entre... alors d'une part, il va être évidemment inférieur ou égal à l'intégrale entre k-1 et k.
de dt sur t carré, et il va être plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t carré. Ça c'est valable quel que soit k supérieur ou égal à, alors ce qu'il faut pour avoir une fonction continue, donc il faut que k-1 soit plus grand que 1, donc on a dit k plus grand que 2. On va sommer ces inégalités lorsque k varie entre, alors n qui est plus grand que 2 et un nombre m. Donc là on va récupérer donc notre majoration. Et la première va nous donner l'intégrale entre n-1 et m de dt sur t carré. Et l'autre va nous donner l'intégrale entre n et m plus 1 de dt sur t carré. En calculant ces deux intégrales-là, parce qu'elles sont directement calculables, on va récupérer que la somme pour k variant entre n et m des 1 sur k carré va être comprise entre, ici on intègre moins 1 sur t entre n-1 et m, donc on va récupérer 1 sur n-1 moins 1 sur m. Et dans l'autre côté, on va récupérer la même primitive, moins 1 sur t pris entre n et n plus 1. Donc on va récupérer 1 sur n moins 1 sur m plus 1. Et là je dis stop, puisque si vous regardez ce qu'on avait fait avec les comparaisons télescopiques, on a récupéré exactement le même encadrement. Ce qui veut donc dire que la suite de la démonstration est complètement identique. On va faire un passage de la limite quand même tend vers l'infini après avoir justifié que les objets existent. Et après, avec l'encadrement dont on dispose pour epsilon n, on pourra récupérer l'équivalent en jeu. Donc on voit que la comparaison somme intégrale, ça permet de ne pas être astucieux finalement, puisque on verra que quand le terme général est décroissant, on pourra toujours effectuer cette comparaison intégrale, donc on n'aura pas à réfléchir au petit décollage qu'on avait fait pour se ramener à des sommes télescopiques. Donc on aboutit directement au résultat. Fin de la séance de TD d'aujourd'hui.